Voilà, voici Territoire Sénat maintenant, l'actualité parlementaire et politique, avec les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, la loi anti-casseurs est entrée en vigueur et ce malgré la censure du Conseil constitutionnel. Les sages n'ont pas validé l'article phare du texte sur l'interdiction de manifester. Les sénateurs demandaient un réexamen du texte. La loi Pacte, définitivement adoptée par le Parlement après un ultime vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi prévoit notamment la privatisation d'Aéroports de Paris, une mesure contre laquelle plus de 250 parlementaires veulent lancer un référendum. Et puis un nouveau délai pour les Anglais. Les dirigeants européens se sont mis d'accord pour un report du Brexit au 31 octobre. Emmanuel Macron a été contraint au compromis. Le chef de l'État s'était montré intransigeant sur un délai plus court. On en parle avec mon invité, le sénateur Ronan Le Gleut. Mais tout d'abord, le grand oral des têtes de liste aux européennes sur l'Europe sociale. Ils ont tous répondu présents hier au programme La santé et la protection sociale. Alors justement, comment voit-il l'Europe sociale? C'est un sujet d'Adrien Develay. En matière de santé publique, les candidats aux européennes partagent tous un même constat. L'Europe se doit d'être cohérente. Sur l'épineuse question des pesticides, par exemple, qui a occupé une grande partie des discussions. Pour la tête de liste LR, François-Xavier Bellamy, l'harmonisation de l'utilisation des produits chimiques en agriculture est l'un des enjeux de cette campagne. Il faut absolument qu'on défende, notamment dans le cadre de la politique agricole commune, une politique agricole qui soit vraiment commune, c'est-à-dire que les règles soient les mêmes pour tous. Nous n'avons pas les mêmes règles et donc ceci crée des distorsions de concurrence à l'intérieur du même marché. Pour restaurer la confiance des consommateurs européens, la candidate de La République En Marche, Nathalie Loiseau, propose la mise en place d'actions coordonnées pour éviter de nouveaux scandales alimentaires comme ceux de la viande de cheval ou du lait contaminé. Aujourd'hui, il nous faut une espèce de force d'action rapide, une force de protection sanitaire européenne qui puisse, quand il y a un doute, quand il y a un abattoir qui ne respecte pas les règles, une industrie agroalimentaire qui aurait eu tendance à frauder, pouvoir rassurer les Européens. Il a aussi été question de dépendance, plus particulièrement celle des seniors. Pour la candidate de la France Insoumise, Manon Aubry, les normes budgétaires européennes sont en partie responsables du manque de prise en charge des personnes âgées. Et il faut faire un choix d'investissement dans des structures publiques, quitte également à ne pas respecter la règle des 3% de déficit. On a Anne-Sophie Pelletier qui est 5e sur la liste et qui est aide-soignante en EHPAD et qui portera la défense d'un service public de soins aux personnes âgées. Enfin, Jordan Bardella a insisté sur la primauté nationale, aussi en matière de santé. Le candidat du Rassemblement national regrette l'emploi trop fréquent, selon lui, de médecins étrangers. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a recours à des médecins étrangers, notamment du fait du numerus clausus. Moi, je préférerais qu'on ait davantage de médecins français qui sont peut-être mieux formés. Moi, je suis plutôt favorable à ce que nous relevions de manière significative le numerus clausus. Toutes les têtes de liste ont reconnu une forme de défiance envers les institutions européennes en matière de santé. Selon un sondage, 85% des Français préfèrent que leur système de santé soit géré plutôt par l'État que par l'Union européenne. Voilà, et dans l'actualité parlementaire, la loi Pacte, définitivement adoptée par le Parlement, Saveria. Après un ultime vote de l'Assemblée nationale, le projet de loi défendu par Bruno Le Maire prévoit bien sûr la privatisation d'Aéroports de Paris, une mesure contre laquelle plus de 250 parlementaires veulent lancer un référendum. Je vous propose d'écouter la réaction de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sur l'alliance des oppositions sur cette mesure. J'avais pris l'initiative de demander un référendum d'initiative partagée, dans un attelage étrange qui est peut-être la première étape d'un programme commun entre les Républicains et le Parti socialiste. Mais après tout, pourquoi pas? Je constate d'ailleurs que dans leur grande sagesse, ni le président du groupe des Républicains au Sénat, ni le président du groupe des Républicains à l'Assemblée nationale ne se sont associés à cette initiative, sans doute parce qu'ils la trouvaient surprenante, voire déplacée. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, la loi anti-casseurs est entrée en vigueur et ce malgré la censure du Conseil constitutionnel. Les sages n'ont pas validé l'article phare du texte sur l'interdiction de manifester. Les sénateurs demandaient un réexamen du texte pour réécrire justement cette disposition controversée. Explication Fabien Recker. L'article 3 de la loi anti-casseurs ne sera pas réécrit. C'est sans cet article polémique qui permettait au préfet de prononcer des interdictions administratives de manifester que le texte est entré en vigueur.
au regret de la droite sénatoriale qui voulait que le Parlement puisse revoir sa copie après que le Conseil constitutionnel avait censuré l'article 3. Le Conseil constitutionnel nous donnait la recette. Il nous disait ce qu'il fallait corriger pour que cet article soit constitutionnel. Alors, le résultat, c'est que nous ne pourrons pas éviter que des casseurs identifiés, recensés, s'introduisent dans les manifestations. Issue des rangs de la droite, la loi anti-casseurs avait créé des remous au sein de la majorité. 50 députés En Marche s'étaient abstenus lors du vote à l'Assemblée. Si pour la droite, le texte est désormais vidé de sa substance, à gauche, on dénonce une loi liberticide et inutile. Elle participe d'un concours à l'échalote, d'une forme de durcissement législatif qui n'est pas nécessaire. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on constate quand même que dès lors qu'il y a eu réorganisation des forces de l'ordre, de leur doctrine d'emploi, meilleure coordination entre elles, nous sommes arrivés à des résultats meilleurs en termes de sécurité publique et de lutte contre les casseurs. La commission des lois du Sénat vient d'ailleurs de publier 9 propositions dans ce sens, après avoir auditionné plusieurs responsables de la sécurité, dont le ministre de l'Intérieur. Elles insistent sur une meilleure anticipation et la formation des personnels notamment. Prochain test samedi avec l'acte 22 des Gilets jaunes. Voilà, dans un instant, c'est le face-à-face, deuxième interview politique de cette édition. On s'y retrouve, à tout de suite. Bonjour Ronan Le Gleut, merci d'être sur ce plateau ce matin, sénateur LR des Français de l'étranger, merci d'être là. Bonjour Ronan Le Gleut, avant de parler avec vous de toutes les questions européennes et surtout de défense européenne, puisque vous êtes rapporteur sur cette question de défense européenne au Sénat, j'aimerais vous entendre sur la loi Pacte. Elle a donc été définitivement adoptée hier. Il y a une forte opposition à une des principales mesures du texte qui est la privatisation d'Aéroports de Paris. Vous avez justement voté pour cette privatisation, vous êtes favorable à cette privatisation. Pourquoi ? En quoi est-ce une bonne chose de privatiser Aéroports de Paris ? Premièrement, il faut dire au gouvernement que ce ne doit pas exonérer le gouvernement de faire des efforts sur la réduction de la dépense publique et que la réduction de la dette ne doit pas simplement passer par ce type de biais. Ça, c'est la première chose. Alors, la France, ce dont elle a besoin, c'est de leaders mondiaux. Elle a besoin de leaders mondiaux parce que Aéroports de Paris n'est pas en situation monopolistique, contrairement à ce qu'on a pu entendre, elle est en concurrence. Il existe approximativement 20 grands hubs mondiaux et en Europe, 4 sont directement en concurrence. London Heathrow, Londres, Amsterdam Schiphol, Francfort-sur-le-Main et Aéroports de Paris. Et donc ce qu'il faut pour la France, c'est des leaders mondiaux. Il faut que Air France puisse devenir un grand acteur mondial qu'il est déjà, mais encore davantage, et Aéroports de Paris aussi. Donc les aéroports sont en concurrence pour l'acheminement en particulier sur le long courrier. Ce que vous nous dites, c'est que si l'entreprise reste publique, ça ne permet pas d'améliorer sa compétitivité, c'est ça ? Ma conviction, c'est que les fonctionnaires, ce que l'on attend, c'est qu'ils aient le sens de l'État. Et les fonctionnaires français ont le sens de l'État. Mais ce dont on a besoin pour une entreprise en concurrence, c'est d'avoir quelqu'un qui a le sens des affaires. Et qui a le sens des affaires ? Un entrepreneur. Très bien. Alors on en vient maintenant au reste de l'actualité, et notamment au Brexit, puisque vous représentez les Français vivant hors de France. Le Brexit avec ce nouveau délai accordé aux Anglais, les dirigeants européens se sont mis d'accord pour un report bien sûr au 31 octobre. Emmanuel Macron a été contraint au compromis. Le chef de l'État s'était montré intransigeant sur un délai plus court. Je vous propose, avant de vous entendre sur ce dossier, je vous propose de regarder un sujet de Flora Sauvage. C'est un revers pour Emmanuel Macron. Face au no deal, le chef de l'État français prônait un report court du Brexit. Après un délai supplémentaire au 29 mars, puis au 12 avril, la date butoir arrêtée par les États membres sera le 31 octobre. Les institutions qui seront installées pour le prochain mandat commencent le 1er novembre. C'est pour ça que nous avons mis cette butée et que pour ma part, je n'ai pas accepté des délais très longs qui conduisaient soit à la fin d'année, soit au mois de mars prochain. Mais ce nouveau délai n'est pas sans contrepartie. Il n'y aura pas de nouveau report. Si le Royaume-Uni n'organise pas les élections européennes, il devra quitter l'Union le 1er juin. Il n'y aura pas de renégociation sur l'accord de retrait. Et pendant la durée de ce report, le Royaume-Uni doit avoir une attitude responsable et constructive. Au Sénat, on regrette ce délai supplémentaire. On passe de l'incertitude à la paralysie potentielle de l'Europe. Ils vont élire 73 parlementaires qui vont avoir, je dirais, à prendre des décisions importantes. Or, comment peut-on s'assurer
je dirais, de l'esprit constructif et puis du comportement de parlementaires britanniques qui, parmi les hard brexiteurs les plus avancés, ont dit très clairement que d'un l'intérieur, ils allaient perturber l'Europe. Selon un rapport de l'ONU, un Brexit sans accord profiterait largement à la Chine et aux États-Unis. L'Union européenne et d'autres partenaires commerciaux du Royaume-Uni y perdraient gros, 70 milliards d'euros par an, selon les sénateurs. Ronan Le Gleut, est-ce que ce report du Brexit est une bonne chose? Est-ce que ça doit nous rassurer, nous Français? Alors, comme vient de le dire l'excellent président Jean Bizet de la Commission des affaires européennes du Sénat, ça pose une vraie question sur le rôle que vont jouer les 73 députés européens élus par les Britanniques. Il y a quand même quelque chose de très surprenant à ce qu'un pays qui a décidé de sortir de l'Union européenne vote aux élections européennes. Parce que les Anglais, comme le Brexit n'a pas eu lieu, les Anglais vont rester et ils seront encore là lors des élections européennes le 26 mai. Mais néanmoins, est-ce qu'à votre sens, c'est une bonne chose d'avoir autorisé les Anglais à reporter le Brexit? Il nous faut un accord. Il nous faut un accord pour beaucoup de raisons. Par exemple, nos marins-pêcheurs. Si on a une sortie sans accord, ils perdront 60% de leurs possibilités. Et donc on risque d'avoir des navires, des bateaux qui restent à quai. Et puis je pense aux plus de 150 000 Français qui vivent au Royaume-Uni. Plus de 150 000 Français vivent au Royaume-Uni. Ils sont extrêmement inquiets pour leur retraite, pour la reconnaissance des diplômes, pour la santé, pour finalement leur contrat de travail. Et leur inquiétude est légitime. Il faut que l'on pense à eux. Et donc on a besoin d'un accord. Les Européens à Bruxelles avant-hier se sont dit exaspérés par l'attitude intransigeante d'Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi le président a choisi d'être si ferme avec les Anglais? Je m'étonne parce que la France a une balance commerciale excédentaire avec le Royaume-Uni. Et l'un des grands problèmes de la France, c'est sa balance commerciale. Et donc avoir cette attitude aussi frontale avec un grand partenaire commercial et également un grand partenaire militaire, ce n'est pas, à mon sens, de la bonne politique. Alors l'autre sujet dont nous allons parler, c'est la défense européenne, puisque vous êtes rapporteur au Sénat de ces questions de défense européenne. Quelles sont les pistes préconisées sur cette question de l'armée européenne, la future armée européenne? C'est une des ambitions, on le sait, d'Emmanuel Macron. Est-ce que cette armée européenne pourrait être une réalité un jour? Le terme d'armée européenne pose énormément de problèmes. Il n'y aura pas, à mon sens, de véritable armée européenne au sens d'une seule armée, parce qu'il existe un peuple français, il existe une civilisation européenne, mais il n'existe pas un peuple européen. En revanche, nous devons construire une défense européenne, c'est-à-dire, pas à pas, davantage de coopération entre États. Et beaucoup des pays européens basent leur défense, la défense de leur territoire, sur le parapluie américain, dans le cadre de l'OTAN. Or, on voit avec Donald Trump qu'il remet en cause l'automaticité de l'article 5 du traité de Washington, c'est-à-dire l'automaticité de la défense américaine. Il l'a dit dans le cas du Monténégro. Et cela s'inscrit dans une forme de continuité, puisque Barack Obama avait déjà théorisé le pivot asiatique, c'est-à-dire le fait que la défense aux États-Unis n'est plus basée strictement sur la défense du continent européen dans le cadre de l'OTAN. Et donc, il est nécessaire pour les Européens de s'organiser. Par ailleurs, il y a la question capacitaire. Il faut que les Européens puissent acheter du matériel européen. Pour faire simple, des Rafales plutôt que des F-35. Ronan Le Gleut, vous vivez à Berlin, vous représentez les Français vivant hors de France, vous vivez à Berlin. Quel est le regard, j'avais envie de vous demander, quel est le regard des Allemands sur ce qui se passe en France, sur la crise des Gilets jaunes, sur le grand débat? Est-ce qu'ils ont regardé le grand débat? Que pensent-ils de cette initiative? Alors, sur la crise des Gilets jaunes, la remarque que je vais faire n'est pas propre à l'Allemagne. Étant sénateur des Français de l'étranger, je suis amené à rencontrer les Français qui vivent dans le monde. Et j'ai notamment rencontré une Chinoise dans un quartier très populaire de Shanghai, en fin d'année dernière, qui m'interrogeait justement sur les Gilets jaunes. J'en étais stupéfait. Je pense qu'il n'y a pas un coin du monde où on ne s'interroge pas sur ce qui s'est passé. Et donc, cela pose beaucoup de questions.
L'une d'entre elles, c'est finalement la question de l'autorité de l'État. Il faut absolument rétablir l'autorité de l'État. Et puis, la seconde question, c'est finalement quelle est la cause? Et je vais prendre un exemple. Sur l'essence, le gouvernement actuel a créé une taxe en 2018 qui a renchéri le prix de l'essence. Mais on voit bien que c'est une décision qui est prise par des gens qui prennent le métro pour aller à leur travail. La majorité des Français prennent leur voiture. Et quand on voit le prix aujourd'hui de l'essence, eh bien à la fin du mois, cela représente... C'est une décision déconnectée de la réalité de certains Français. Mais néanmoins, pour revenir à cette réalité que vous connaissez, vous, qui est la réalité des Français de l'étranger, voilà, quel est encore le regard qu'ils portent sur cette réponse qu'a apporté le gouvernement justement à la crise des Gilets jaunes, qui est par exemple le grand débat national. Est-ce que ça a interpellé les gens que vous avez pu rencontrer? Oui, mais si vous voulez, on a écouté Édouard Philippe cette semaine. La crainte, c'est que finalement le grand débat national débouche sur une grande désillusion nationale. Parce que la conclusion, quelle est-elle? Que les Français payent trop d'impôts. Mais ça, nous le savions. Les Français, oui, payent trop d'impôts. 2/3 des retraités français aujourd'hui ont perdu du pouvoir d'achat. C'est pour un couple de retraités en France 400 € de perte de pouvoir d'achat. Donc c'est des baisses d'impôts que doit annoncer Emmanuel Macron la semaine prochaine? Les baisses d'impôts sont indispensables. Il faut absolument permettre, en particulier aux classes moyennes, de pouvoir regagner du pouvoir d'achat. C'est absolument indispensable. Très bien, merci Ronan Le Gleut. Je vous remercie. Ronan Le Gleut, les lycées français à l'étranger, sur tous les continents, alors on sait qu'ils participent au rayonnement du pays, est-ce que c'est toujours vrai? Où en est-on de leur financement et de leur pérennité? Je sais que c'est une question qui vous a beaucoup occupé l'année dernière. Il y a une différence entre les discours et les actes. Il y a un discours volontariste du président de la République, et ce discours, il a raison de le tenir. Les lycées français à l'étranger sont indispensables au rayonnement de la France à l'étranger. Mais il y a les actes. Et la première mesure concernant les lycées français à l'étranger qui a été prise par le gouvernement à l'été, juste après la présidentielle, ça a été de réduire de 8,5% la dotation de l'État à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. C'est qu'il y a eu des conséquences dans nos 496 lycées à l'étranger. Des postes, des fermetures, des augmentations de frais d'écolage. Il faut savoir qu'un Français qui vit à l'étranger, qui scolarise au lycée, c'est entre 5 et 10 000 € de frais de scolarité par an. Merci beaucoup, merci Ronan Le Gleut, sénateur LR des Français de l'étranger, préoccupé par cette situation des lycées français à l'étranger. Je sais que ça remonte beaucoup. On passe à l'œil 2 dans un instant. À tout de suite. Bonjour Quentin Calmet. Bonjour Cyril Viguier. Voici le voilà. Bonjour Quentin. Comme un vendredi. Comme chaque vendredi. Bonjour, on va revenir avec vous sur les faits marquants de la semaine au travers des tweets des sénateurs. Et on commence avec cette initiative de référendum d'initiative partagée, justement lancée par des parlementaires de gauche et de droite, quasiment 250. Exactement, 248 d'après notre dernier décompte. Ils viennent du PS, de la France Insoumise, du PCF et un peu des DLR. Regardez la photo de famille qui a été tweetée par le compte des socialistes au Sénat. Une première historique depuis la réforme constitutionnelle de 2008, a même ajouté Patrick Kanner, dont on a mis le message aussi à côté. Et donc, ils sont plusieurs à avoir posté un communiqué, voilà, comme le sénateur écologiste Guillaume Gontard, pour expliquer cette démarche. L'idée, selon eux, c'est de redonner la parole au peuple avec un référendum sur cette question de la privatisation d'Aéroports de Paris, afin, je cite, d'éviter une dramatique erreur à l'image de celle des autoroutes. Eh bien, cette démarche, elle a laissé d'autres sénateurs perplexes. Ils s'en sont expliqués sur Twitter, comme Vincent Capo-Canellas, le sénateur centriste, qui a eu une position équilibrée à l'image des centristes. Il a d'abord commencé par dénoncer la méthode du gouvernement en disant que le gouvernement avait mal présenté son projet sans perspective aéronautique et il le paye. Et il a ajouté, une parole équilibrée, comme tous les centristes, ceux qui ont privatisé hier et auraient continué s'insurgent.
Serge Harakiri de parlementaires et qui opte en cours d'examen d'un texte pour le référendum pour empêcher le Parlement de légiférer. Des parlementaires qui donc demandent un référendum d'initiative partagée. Il reste encore 4 millions de signatures de citoyens à recueillir. Alors, dans ce dossier aéroport de Paris, il y a un autre événement qui a fait réagir, parler cette semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est la venue de plusieurs gilets jaunes au Sénat, au Palais du Luxembourg, et notamment Éric Drouet. Voilà, Éric Drouet, une figure médiatique connue du mouvement des gilets jaunes, un peu sulfureuse, une personnalité sulfureuse, qui est donc, eh bien, c'est un peu invité à la dernière minute, alors qu'une délégation effectivement devait être reçue par la présidente de la commission spéciale sur la loi Pacte. Et donc, sur les réseaux sociaux, on a vu plusieurs sons de cloche. D'abord, on a vu des sénateurs de gauche dire que eux, ils étaient allés voir Éric Drouet et même certains s'excusaient qu'il n'ait pas été reçu. Et donc, regardez par exemple Marie-Noëlle Lienemann qui a dit j'ai échangé hier avec Éric Drouet. On a vu aussi Esther Benbassa qui a dit l'audition d'Éric Drouet prévue au Sénat sur les privatisations annulée pour risque de trouble à l'ordre public. Il devait venir accompagné d'une délégation et alors. Et donc, on a vu des sénateurs de gauche qui ont plutôt soutenu la démarche et soutenu Éric Drouet. De gauche, comment ont réagi les sénateurs de droite? À l'inverse, vous imaginez bien, même avec ironie pour certains, regardez Jean-Pierre Grand qui a tweeté « Éric Drouet tente de se faire inviter au Sénat et pourquoi pas au Fouquet's quand il réouvrira ». Plus sérieusement, on a vu un sénateur LR, le vice-président LR du Sénat, Philippe Dallier, qui lui a répondu avec vigueur à certains messages sur les réseaux sociaux lorsqu'il a été interrogé par un internaute qui a dénoncé l'inutilité des sénateurs après l'initiative stupide d'Éric Drouet. Eh bien, Philippe Dallier a répondu « Stupide comme la fameuse commission d'enquête du Sénat, j'imagine. Les comptes Twitter LRM font leur job. L'honnêteté pourrait vous pousser à dire que Sieur Drouet n'a pas été invité au Sénat, mais s'est invité, ce qui est très différent, mais c'est trop demandé. » Rien au centre ? J'ai pas été vérifié pour le coup, j'ai pas allé vérifier. L'autre sujet cette semaine, c'est la restitution du grand débat national avec notamment Édouard Philippe, mercredi devant les sénateurs, Édouard Philippe et une dizaine de ministres. Oui, tout à fait. Édouard Philippe qui a passé la troisième étape de la restitution, c'était d'abord au Grand Palais, ensuite à l'Assemblée nationale et donc mercredi au Sénat. Et l'exercice était réussi pour les sénateurs LREM. Regardez par exemple Bernard Lalande qui a dit restitution sans concession, qui invite à une démocratie plus représentative, plus transparente, plus efficace. Et donc effectivement les questions institutionnelles étaient au cœur de ce rendu du grand débat. Mais donc à droite on était beaucoup plus critique. Regardez ce message d'un sénateur LR qui a dit nous n'attendions rien de la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, nous n'avons pas été déçus, aucune préparation, aucune annonce, aucun agenda. Le discours de mercredi d'Édouard Philippe qui a donné lieu à des sorties remarquées de certains sénateurs. Oui, le palmarès du prix de l'humour politique, c'était la semaine dernière. On l'a vu, il a déjà été remis pour l'année 2018, mais donc on a déjà de potentielles blagues pour 2019. Regardez, Rachid Temal, le sénateur socialiste, le jour du discours d'Édouard Philippe, c'est la toute première photo d'un trou noir qui avait été publié en même temps. Et bien lui, il a fait le parallèle. Le débat du jour au Sénat sur la sortie de crise sociale avec Édouard Philippe et son gouvernement, le trou noir, à chaque question, l'invariable réponse, il faut attendre les réponses du président de la République. Autre phrase remarquée dans l'hémicycle cette fois-ci, celle du président du groupe Les Indépendants. Il a dit « J'ai cru comprendre que les relations du Sénat et de l'exécutif s'étaient rafraîchies, mais ce n'est tout de même pas la faute du Sénat si Monsieur Benalla est le seul éléphant au monde qui se promène avec son propre magasin de porcelaine. » Et donc regardez Marc-Philippe Daubresse qui s'est empressé de dire le prix d'humour en politique pour Claude Malhuret avec cette phrase sur la porcelaine. On verra si en 2019 le palmarès retient cette phrase effectivement. À suivre donc. Merci. Quentin, merci. Calmez le tweetman de Public Sénat. Merci à vous. On passe à la revue de presse dans un instant. Voilà, une de la presse de la Manche, l'EPR de Flamanville dans la tourmente, c'est dans l'actualité ce matin. C'est un gros coup d'arrêt pour l'EPR de Flamanville. Les soudures du nouveau réacteur seront confirmées non conformes par l'autorité de sûreté nucléaire. Sa mise en service devait être effective à la fin de l'année. Ce ne sera donc pas le cas. Des experts préconisent qu'EDF refasse 8 soudures essentielles sur l'EPR de Flamanville, des contretemps qui se chiffrent en milliards et en années. Pour rappel, l'EPR devait au départ démarrer en 2012. Depuis, son coût a triplé. La facture pourrait encore s'alourdir, a confirmé hier EDF.
Le fléau du cancer professionnel à la une du Dauphiné libéré, il augmente. Les cas de tumeurs liées au travail, notamment à l'amiante, sont en hausse. Chaque année en France, 1800 cancers en moyenne sont reconnus comme d'origine professionnelle. En 20 ans, leur nombre a plus que triplé, avec une part prépondérante pour les pathologies liées à l'amiante. Un chiffre qui reste néanmoins en dessous de la réalité. Selon l'assurance maladie, il y aurait 5 fois plus de cas de cancer dus au travail. Voilà, la une de Midi Libre, c'est pour eux la retraite qui attendra. 3% des plus de 65 ans sont encore en situation d'emploi. Et c'est un chiffre qui augmente pour des questions de choix personnels ou encore d'obligations financières. Vous êtes de plus en plus nombreux à choisir de continuer à travailler. Pour rappel, la retraite moyenne en France est de 1 360 € net par mois. Et la privatisation de l'aéroport, est-ce un échec? Est-ce un succès à Nice ce matin? La privatisation des aéroports est un sujet qui fait débat. Celle d'Aéroports de Paris vient d'être validée par la loi Pacte. Et justement, un peu moins de 3 ans après le rachat de 64% des parts par le privé, quel est le bilan de la privatisation de l'aéroport de Nice? Eh bien, ce bilan semble plutôt positif. Il faut noter que lors de cette privatisation, l'État a d'ailleurs conservé la propriété du foncier. Puis il faut aussi rappeler que cette privatisation elle a été décidée sous François Hollande par le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron. Merci Saveria. On va passer à la météo des territoires tout de suite de Gilles Mourou et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux. À lundi avec vous. À lundi, très bonne journée. Et nous on se retrouve tout de suite après la météo et le Zap Matin. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Aux abords de l'Assemblée ce matin, un rassemblement s'organise avant le vote définitif des députés sur la privatisation d'ADP. Tous ceux qui se réunissent dans un attelage de circonstances pour proposer un référendum d'initiative partagée alors que le texte n'est même pas encore voté, font le jeu des populismes et affaiblissent la démocratie représentative. On a entendu dans le grand débat qu'il y avait une critique de la privatisation des autoroutes. On ne comprend pas que le gouvernement propose maintenant, sortir du grand débat, la privatisation d'Orly, Droissy et du Bourget. Sur la privatisation d'ADP, il y a en ce moment même, pendant qu'on se parle, une manipulation de tous les partis politiques qui n'ont jamais exprimé de position sur ce sujet, ne partagent aucune opinion commune. Sortir le terme de populisme, évidemment, ça fait bien dans le décor. On essaie de nous renvoyer dans nos plots, que ce soit la droite d'ailleurs ou la gauche. Vous êtes dans cette affaire dans une dérive autoritaire qui vous fait dire n'importe quoi, qui montre votre vrai visage, ceux de gens arrogants, sectaires, ayant peur du peuple. L'obstacle le plus important, ça sera le Conseil constitutionnel. J'espère que la décision ne sera pas politique. Après, j'ai l'impression que de ce qui nous revient du pays, il y a une large majorité de gens qui refusent cette privatisation. Et oui, ils font le jeu des populismes. Une fois encore, je ne crains pas le peuple français, au contraire. Et je crains le populisme. Il est fort dommage, je vais le dire simplement, en fait de détourner le texte de la loi Pacte. La loi Pacte fait plus de 200 articles pour les entreprises, les entrepreneurs et les salariés. Et les oppositions se focalisent sur 8 articles. C'est une manœuvre politicienne qui était cousue de fil blanc. Malheureusement, cette procédure, elle est complètement verrouillée. Il faut dire la vérité aux Français. Ça ne débouchera jamais sur un référendum. Ça ne débouchera jamais. C'est une procédure qui est complètement... L'article 11 de la Constitution, il n'a jamais été utilisé. D'ailleurs, donc ça, c'est plus de l'agit-prop médiatique. J'ai entendu beaucoup d'arguments agressifs qui montrent une forme de peuplophobie, si je puis dire, une peur du peuple.
et nous avons été injuriés, insultés, jugés quasiment comme factieux, anti-républicains, parce que nous utilisons la seule procédure que nous avons aujourd'hui pour que, sur une décision aussi majeure, je le répète, les Français soient consultés. Vini Vidi Vici, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. En fait, je suis venu, j'ai vu et j'ai vu Vinci. Dans ce climat électrique, la loi Pacte est largement votée. 147 voix pour, 50 voix contre. Merci, vous rendez-vous du week-end avec nous. Demain matin, le JT des territoires et dimanche matin, le meilleur de Territoire d'Info, le meilleur des interviews politiques de la semaine. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. À lundi, au revoir.